L'espace, vous savez comment on appelle l'espace, c'est la dernière frontière. Et il y a des choses qui se baladent dans l'espace qui peuvent ressembler à un scénario hollywoodien, comme l'introduction le laissait penser, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. En 1973, le grand Arthur C. Clarke publie un livre qui est resté dans les annales de la science-fiction mondiale, qui s'appelle « Le rendez-vous avec Rama ». Rama, le voici. Alors Rama, dans le roman, mais Arthur Clarke était à la fois astronome, membre de la Société royale britannique d'astronomie, donc il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il disait. Rama, c'est un objet gigantesque qui mesure 50 km de long sur un diamètre de 20 km et qui contient dans ses flancs toute une civilisation. En fait, c'est une arche spatiale qui voyage entre les étoiles dans un but qui restera malheureusement inconnu. Et il abrite aussi tout un écosystème. Comme une planète, mais au lieu d'être la surface d'une sphère, elle est à l'intérieur d'un cylindre. Il y a même une mer intérieure en forme d'anneau, vers le milieu, comme ça. Et Rama tourne sur lui-même en 4 minutes pour créer une gravité artificielle. On sait faire ça maintenant dans nos propres vaisseaux, donc pas encore exactement, mais c'est sur le point. Et Rama, dans ce cas, c'est un intrus. Alors, vous m'excusez d'avoir tout laissé en anglais, mais vous verrez, c'est facile à comprendre. C'est un intrus. Des intrus, dans l'espace, il y en a plein. On en trouve presque tous les jours, du moins à l'intérieur du système solaire. Alors, tout commence le jeudi 19 octobre de l'année dernière, à l'observatoire Penn Stars, au sommet du volcan Haleakala, sur l'île de Maui, à Hawaï. Penn Stars, c'est un télescope sous coupole, le voici, qui fait partie d'un complexe plus vaste, qui est l'observatoire complet. Là, il y a des coupoles qui servent à des études civiles, purement universitaires, scientifiques, d'autres qui servent à la défense spatiale. Et l'observatoire, ce matin-là, celui qui se présente parmi les premiers dans la coupole du télescope, c'est un certain Robert Warwick, qui est un jeune postdoc, c'est-à-dire il vient à peine d'avoir son PhD, l'équivalent du doctorat, en poche. Et donc il est arrivé depuis quelque temps faire son stage postdoctoral à l'observatoire. Alors Penn Stars, vous voyez, Stars, c'est écrit en dessous, c'est le système de télescope à vision panoramique et à réponse rapide. Donc il arrive ce matin-là, et vous savez que les télescopes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils photographient le ciel en permanence, du moins pendant la nuit, là où les corps célestes sont les plus visibles, bien entendu, et tous les phénomènes qui peuvent s'y passer sont enregistrés dans des mémoires d'ordinateur que l'on va consulter le lendemain. Donc, notre ami Warwick arrive ce matin-là du 19 octobre, prend son service et va consulter les archives de la nuit précédente. Et quand il ouvre son écran, sur la période de nuit considérée, il trouve ceci. Alors, comme ce sont des photos qui sont prises en pause assez longues, là on voit les mouvements d'étoiles, parce que la Terre tourne, n'est-ce pas? Donc en pause, on va... Et puis il y a, en plein milieu de son écran, là, il y a un corps inconnu qui a pénétré dans le système solaire, un intrus. Et bien entendu,
où Eric se demande ce que c'est, forcément. Alors il alerte tous ses copains qui sont autour, qui viennent d'arriver, et on fait les premières mesures de distance. À ce moment précis, l'objet est à une distance de 0,2 unités astronomiques de la Terre, ce qui équivaut à 30 millions de kilomètres. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est une unité astronomique. C'est une unité de mesure qui mesure la distance entre la Terre et le Soleil, et on s'en sert jusqu'aux extrêmes limites du système solaire. Après, on passe aux années-lumière comme moyen de mesure. Et sa vitesse est de 44 km par seconde. Donc c'est un objet qui est très rapide, beaucoup plus rapide que nos vaisseaux actuels les plus rapides. Et 44 km par seconde, ça fait un peu plus de 158 000 km/h, juste pour fixer les idées. Alors d'abord, bien entendu, on croit que c'est une comète. Comme celle-ci, par exemple. C'est une vulgaire comète, hein, comme on en voit tous les jours, ou presque. Et donc, on va lui donner un nom de code. Bon, C pour comète, 2017 U1, parce que unknown, inconnu, 1 parce que c'est le premier. Et puis, si vous suivez l'écran, le point qui se déplace là, on réalise que l'objet en question ne traîne derrière lui aucune queue de poussière ou de gaz, et que par conséquent, c'est très vraisemblablement un astéroïde. Son nom de code change et devient A2017-U1. Alors voilà comment tout cela est arrivé. Ici vous avez une vue schématique du système solaire. Alors vous voyez que toutes les planètes tournent dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique, à part Pluton qui est légèrement excentré par rapport à ce plan, mais sinon toutes les planètes tournent dans le même plan. Et notre ami là, lui, arrive comme ça. Alors il cible de façon très précise le cœur du système solaire. Il va passer à l'intérieur de l'orbite de Mercure, un peu plus près du Soleil que de Mercure d'ailleurs, et il va repartir de là où il est venu. Du moins, on ne savait pas à ce moment-là. Vous remarquez sa trajectoire qui est presque perpendiculaire au plan de l'écliptique. Déjà quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est une première bizarrerie, vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc, gardez en mémoire cette trajectoire, cette courbe-là. Voilà, alors les trajectoires, ce qu'on appelle dans ce cas-là, ce sont des orbites. Il y a plusieurs types d'orbites, j'ai mis le principal ici, pour les objets qu'on connaît dans le système solaire. L'orbite circulaire, l'orbite elliptique, qui se referme plus loin, mais qui se referme tout de même. L'orbite parabolique, qui se referme encore plus loin, mais qui va se refermer. Et l'orbite hyperbolique, c'est donc une courbe en hyperbole, qui est théoriquement se referme, mais à l'infini. Les orbites sont caractérisées par un paramètre qui s'appelle l'excentricité orbitale. Donc lorsque l'excentricité, qui est ici c'est le E, lorsqu'elle est égale à 0, l'orbite est circulaire, c'est le cercle gris. Lorsqu'elle est comprise entre 0 et 1, donc supérieure à 0 et inférieure à 1, c'est une orbite elliptique, le cercle bleu clair. Lorsque l'orbite est parabolique, l'excentricité est égale à 1, c'est la courbe rose. Et enfin, lorsque c'est une hyperbole, l'excentricité est supérieure à 1. Et ici, vous voyez l'exemple sur cette image, c'est E égale 2. Mais notre client, lui, vous le voyez ici en pointillé, l'excentricité de son orbite est égale à 1,2, c'est-à-dire elle est supérieure à 1. Donc c'est une orbite hyperbolique, et ça ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que cet objet n'appartient pas et n'a jamais appartenu au système solaire. Il vient de l'espace interstellaire, et comme vous l'avez vu sur l'animation avant, il y repart.
Donc quand il est détecté par notre ami Wake, il voyage à une vitesse de 44 km par seconde. Lorsqu'il va passer au voisinage du Soleil, il va subir une accélération du double. Là, à ce moment-là, il va se déplacer à 88 km par seconde, ce qui vaut 315 000 km/h. Parce que, en fait, quand il arrive au plus près du Soleil, ou légèrement à la sortie d'une hyperbole solaire, le Soleil va jouer, le champ de gravitation du Soleil va jouer le rôle de fronde gravitationnelle et va le propulser en augmentant sa vitesse. Du moins, on a des raisons de penser que c'est à cause du champ de gravité du Soleil qu'il va accélérer de la sorte. Et ensuite, il va être légèrement ralenti jusqu'à 50 km par seconde après avoir quitté le champ d'attraction du Soleil, mais le Soleil continue toujours à exercer son attraction. Donc de 88 km par seconde, il va passer à 50 km par seconde. Et ainsi, il va se perdre dans l'infini. Là, au moment où je vous parle, il doit être entre 500 et 600 millions de kilomètres de la Terre. Il est presque trop loin pour qu'on puisse à nouveau le photographier. Donc à partir de ce moment-là, un objet interstellaire qui est vraisemblablement un astéroïde va recevoir son nom définitif, un I pour interstellaire, 2017 U1, ou celui qui est admis maintenant dans toute la communauté scientifique, un I ou moi. Ou moi, c'est en langue hawaïenne, ça signifie le messager, l'éclaireur, venu de loin et arrivé le premier. Et ce nom va lui rester, comme disaient les prêtres, pour les siècles des siècles. Et au moi, le voici tel qu'on l'imagine, tel que l'ont dessiné les artistes de la NASA, je précise. Vous voyez, c'est un objet, admettons que ce soit un astéroïde, c'est un astéroïde en forme de cigare, très allongé. Alors, il semble être venu de la direction de Vega, qui est l'étoile alpha de la constellation de la Lyre, et à sa sortie du système solaire, se diriger vers la constellation de Pégase. Alors c'est un objet extraordinaire, au moins moi. On n'a jamais vu un tel objet depuis que l'astronomie existe. Aucun objet de cette sorte n'est apparu dans le système solaire et n'a été vu ou détecté en astronomie ou en radioastronomie. D'abord, il est lumineux, non pas parce qu'il émet de la lumière par lui-même, mais parce qu'il reflète la lumière du soleil. Je te masque. Hein? Donc il reflète la lumière du soleil, et donc sa luminosité, quand on la mesure, on constate qu'elle varie dans le temps. Elle varie dans un rapport de 10 à 1, c'est-à-dire qu'à certains moments, il est 10 fois plus lumineux qu'à d'autres. Ces dimensions aussi sont caractéristiques et très inhabituelles. En fait, le rapport de ces dimensions varie aussi de 10 à 1. C'est-à-dire qu'il mesure 400, pour autant qu'on ait pu mesurer 400 mètres de long sur 40 mètres de large. Alors, sa variation de lumière, on va voir les conséquences qu'elle a pour l'étude de cet objet. Voilà sa courbe de lumière mesurée les quelques premiers jours après sa détection. Alors, vous voyez, on a ici tous les points en noir sont les points de mesure réels de sa luminosité. Et la courbe en rouge est la courbe moyenne, donc la courbe théorique attendue, qui passe par ces points. Donc on a, vous voyez, une belle régularité ici dans la variation de luminosité. Et puis, quelques temps après, on constate qu'il y a une anomalie dans cette variation. Par exemple, lorsqu'on mesure la lumière le 27 octobre et le 28, on constate, alors le 27 c'est les points rouges, le 28 c'est les points bleus, il y a un décalage dans la phase, vous voyez ici, il y a un léger décalage mais qui est mesurable et statistiquement significatif. On le voit aussi bien en flux
qu'en magnitude. Et là, c'est le temps, la phase, si on peut dire. Alors, il a une phase d'un peu plus de 7h30, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même en 7h30. Sa journée est de 7h30, d'autres termes. Voilà, il va tourner comme ça. Alors, la musique n'est pas de moi, hein, vous effrayez pas. Donc, là, les infographistes ont bien représenté sa variation de lumière. Voilà. Mais il tourne d'une façon curieuse. On n'a jamais vu non plus jusque-là. Là, voilà un article, enfin du moins le titre d'un article qui est paru dans Nature au début février, et qui traite de la rotation de mois en mois. En fait, c'est une rotation, semblée, basculante. Sa manière de tourner est comme une bascule. Et voilà ce qui se passe. Si vous vous souvenez de la première courbe, on avait tracé sa belle régularité dans les mesures de luminosité. Vous voyez que, en fait, là, on a en pointillé la courbe attendue, celle qui était rouge tout à l'heure, et en trait noir, c'est sur plusieurs jours la courbe réellement observée. Vous voyez qu'elle s'en éloigne, parfois peu, mais parfois énormément, de la courbe théorique. Parfois même, il y a une opposition de phase entre les mesures réelles et la mesure théorique. Et parfois même, elle n'a même pratiquement rien à voir avec la courbe attendue. Alors bien entendu, tout le monde commence à se gratter la tête. C'est qu'en fait, notre objet, il ne tourne pas. Alors vous imaginez, n'est-ce pas, qu'il vient vers vous. Il ne tourne pas de cette manière, en suivant son axe longitudinal ici, et dans la direction de son mouvement, mais il tourne, lui, comme ça. Ses extrémités sont excentrées par rapport à la direction de son mouvement, de sa trajectoire, et son axe longitudinal. Donc voilà, ça fait quand même, ça commence déjà à faire beaucoup de bizarreries. Alors, parallèlement, les gens font des hypothèses. On se demande qu'est-ce que c'est cet objet, à quoi ça correspond. Et certains d'entre eux, même, là, ça a été publié dans Arxiv en novembre, certains ont fait l'hypothèse que au moins pouvait être un fragment de matière noire. Donc, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la matière noire. C'est en fait la matière dont la masse représente plus de 80% de la masse de tout l'univers. Nous ne la voyons pas, nous ne voyons que la matière classique, si j'ose dire. Mais la matière noire, on a prouvé qu'elle existait de façon indirecte. Mais bien entendu, personne ne l'a jamais vue. Et les caractéristiques, ce qu'on sait sur la matière noire, en tout cas, qu'on présume pour l'instant sur la matière noire, viennent du mouvement des galaxies qu'on peut mesurer. Et ils écrivent que si c'est un fragment de matière noire, il doit être d'une masse considérable. Alors, un fragment de matière noire, on appelle ça une macro, hein, macroscopic. Il devrait peser 10 puissance 25 grammes. 10 puissance 25 grammes, ramené en tonnes, ça fait 10 millions de tératonnes, c'est-à-dire 10 milliards de tonnes. 10 puissance 19 tonnes, en fait. On divise par 6. Hein. Mais il juge aussi, dans cet article, que l'hypothèse est faible, parce que, comme c'est écrit à la dernière ligne, ici, dans l'abstract, dans ces conditions, son passage devrait avoir causé des perturbations mesurables dans les orbites des planètes comme Mercure, la Terre et la Lune. Ce qui n'a pas été le cas, parce que ça, on l'a vérifié aussi. Donc, manifestement, ce n'est pas un fragment de matière noire, mais l'hypothèse valait le coup d'être mentionnée. Donc, à ce point-là,
si on récapitule, on a vu que cet objet-là, il a un certain nombre de paramètres dont la plupart sont très étranges et jamais observés jusqu'alors. Son orbite, on a vu qu'elle est hyperbolique, donc il vient de l'espace interstellaire. Sa trajectoire, qui vise en plein cœur du système solaire, et on pourra dire par la suite que s'il l'avait fait délibérément, s'il avait voulu le faire délibérément, il ne se serait pas pris autrement. Sa forme et ses proportions, on a vu c'est un cigare très allongé, et la forme de cigare, certains astrophysiciens, d'ailleurs il y a unanimité sur ce point en tout cas, disent que c'est la meilleure forme, un peu comme les formes aérodynamiques dans l'atmosphère, c'est la meilleure forme pour éviter au maximum l'impact des particules cosmiques. Vous savez que l'espace est parsemé de neutrons, de protons, enfin toutes sortes de machins très petits, et la forme de cigare, bien entendu, permet d'éviter ça. Sauf que, bien entendu, là, on se pose la question parce que il ne fonce pas comme Ramak, que je vous montrais au début, dans le sens de son axe de longueur, mais il tourne sur lui-même de cette manière-là. Donc, a priori, on peut penser ce qu'on veut sur ce point. Après, il y a sa luminosité, qui a permis de déduire sa rotation. Et puis on a sa couleur et sa composition présumée, je précise. Alors, il est de couleur rougeâtre. Et de l'avis général, cela indique qu'il a été soumis pendant de très longues périodes, des centaines de milliers, peut-être des millions d'années, au rayonnement cosmique qui traverse la galaxie en permanence. Et sa composition, les mesures de masse et de champ de gravité montrent que, enfin, suggèrent en tout cas, qu'il est composé en grande partie de métal, mais qui serait recouvert par une sorte de manteau de matériaux organiques qui lui confère en partie sa couleur rouge et qui le protège à nouveau contre toute accumulation nouvelle de rayonnement délétère, de rayonnement cosmique. Et donc à partir de là, les gens commencent à se dire, et si c'était une machine extraterrestre, une machine construite par une civilisation étrangère? Et là, c'est une idée qui est tentante, bien entendu, mais là, c'est pas moi qui le dis, vous allez voir. D'abord, nous avons M. Avi Loeb, qui est, excusez du peu, astrophysicien et professeur d'astrophysique à l'université de Harvard. Il est considéré comme l'enfant terrible de l'astronomie, pour la raison que, vous voyez là, Guy déclare « Nous n'avons jamais rien vu de tel dans le système solaire, et ça m'a conduit à penser qu'il pourrait être d'origine artificielle. » On voit ici Avi Loeb à côté de Stephen Hawking, le regretté Stephen Hawking. Alors il y a une série d'articles qui sont parus dans la presse scientifique ou de vulgarisation. Alors est-ce que c'est une sonde extraterrestre ou une épave galactique? Le SETI, le programme SETI, tourne ses antennes vers Oumuamua. Là encore, la recherche de Stephen Hawking pour l'instant a tourné court, parce que Stephen Hawking a voulu faire tourner les grandes antennes vers lui pour écouter s'il émettait des signaux. Là, en français, l'astéroïde Oumuamua serait-il un vaisseau extraterrestre? Et enfin, là, les premiers résultats du scan du mystérieux objet ne montrent pas, pour l'instant, d'indice que ça pourrait être un vaisseau spatial étranger. Mais le plus fort, c'est lui. Alors, vous voyez ce gamin-là? Il s'appelle Jason Thomas Wright, et il est tout simplement, si j'ose dire, astrophysicien et professeur d'astrophysique à l'Université d'État de Pennsylvanie. Et ce gamin, lui, il fait encore plus fort, puisqu'il nous dit l'étrange mouvement basculant de l'objet interstellaire appelé Oumuamua en forme de cigare suggère que c'est une sonde extraterrestre dont les moteurs sont tombés en panne. Et il a même fait plus fort qu'Avi Loeb.
Et je vous parle là d'astronomes et d'astrophysiciens qui sont reconnus dans toute la communauté scientifique. Ce ne sont pas des ufologues, ce ne sont pas des charlatans, vous voyez, ce sont des gens qui viennent des universités les plus prestigieuses d'Amérique du Nord. Alors voilà l'antenne de Green Bank, avec laquelle on a essayé d'écouter si au moins moi émettait des signaux. C'est la plus grande antenne c'est le plus grand radiotélescope à antenne unique rotative du monde. Elle a remplacé la première antenne, très célèbre aussi, de Green Bank, qui est en Virginie occidentale. La première antenne avait servi, si vous vous souvenez, au tout début du programme SETI. C'est Frank Drake qui avait initié les premières recherches avec l'ancienne antenne, qui malheureusement a eu un accident, s'est effondrée, je crois, en 91, et on a reconstruit dans la foulée celle-ci, qui fait quand même presque 110 mètres de diamètre. Et ça peut écouter le battement des ailes d'une mouche à 3 années-lumière. Hein. Alors là, il y a une équipe d'astrophysiciens polonais ils se sont dit, il faut savoir d'où il vient ce corps, là, cet objet. Et ils ont remonté sa trajectoire, en gros, sur 1 million d'années, si tant est qu'il ait voyagé pendant 1 million d'années. Et ils ont donc écrit un article sur l'histoire dynamique de l'objet interstellaire récemment découvert. D'où vient-il? Parce que, bien entendu, cet objet doit venir de quelque part. Et ils ont montré qu'il avait croisé un certain nombre d'étoiles, qu'il était passé assez près, mais à l'échelle galactique, assez près, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Il était passé assez proche d'un certain nombre d'étoiles, une centaine à peu près. Mais ils ont relevé les 2 candidats les plus crédibles, les plus vraisemblables. Le premier, c'est une naine rouge de classe spectrale M6, dans la constellation d'Hercule, et qui est distante de la Terre de 42 années-lumière, et qui a un nom imprononçable, hein, UCAC4 535 06 5571. Elle est très faible. Moi j'ai eu un mal de chien à dénicher sa distance à la Terre dans les catalogues stellaires. Elle est bien planquée. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, elle ne présentait aucun intérêt, donc on n'avait pas... Il n'y a que les catalogues stellaires qui recèlent les caractéristiques physiques de ces objets. Mais il y a un candidat beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. C'est l'étoile Gliese 876, qui est aussi une naine rouge, mais beaucoup plus lumineuse, puisqu'elle est de classe M4. Elle est dans la constellation du Verseau, et elle est à côté de nous. Elle est seulement à 15 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire, c'est le pâté de maison en bas, hein, à l'échelle galactique, bien entendu. Alors voilà la constellation du Verseau. Et voilà notre étoile ici. Et là où ça devient intéressant, puisqu'on a mesuré, enfin, on a déduit qu'au moins moi était passé serait passé à peu près une demi-année-lumière de cette étoile. Mais il devait sûrement aller trop vite pour que la gravité de ce soleil le retienne, et donc, probablement, il venait de plus loin. Mais mesurer un objet aussi, les caractéristiques d'un objet aussi petit, à 15 années-lumière de distance, ça n'est pas évident du tout, et même les ordinateurs les plus puissants n'arrivent pas à reconstituer comme ça un schéma viable. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette étoile, elle a 4 planètes. Et ça, c'est montré par les télescopes spatiaux qui sont actuellement en orbite et qui ont trouvé, vous le savez, plus de 4500 exoplanètes maintenant. Elle a 4 planètes, et sur ces 4 planètes, donc il y a B, C, D et E, C et D, les 2 au milieu si vous voulez, seraient dans la zone habitable. La zone habitable, c'est la zone orbitale où de l'eau peut exister à l'état liquide, avec les conséquences potentielles que l'on imagine, de l'eau à l'état liquide. Donc avec une température permettant à l'eau d'être liquide. Et tout le reste, la pression, etc.
Donc on n'a absolument pas de preuve que Oumuamua soit parti de cette étoile. Mais s'il était parti de cette étoile, bien, ça donnerait encore plus de poids à la possibilité qu'il puisse être une sonde artificielle. Mais on n'a aucune vision claire de ces planètes. Elles seraient dans la zone habitable, surtout les deux là, dans la zone habitable, mais on ne peut pas en dire plus, pour l'instant. Quand le télescope spatial James Webb sera lancé, on pourra peut-être même les voir directement, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors voilà notre cigare volant, là, qui tourne sur lui-même de cette façon bizarre. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'émet pas, a priori, il n'émet pas de signaux électromagnétiques. Donc, il semble inerte. Il n'émet rien. Mais qu'il n'émette rien ne signifie pas pour autant que, en admettant, bien entendu, que ce soit un objet artificiel, ça ne signifie pas pour autant qu'il n'écoute pas. Il pourrait très bien écouter, et sa rotation, cela pourrait expliquer sa rotation. Ça, je vous le dis, étant entre nous, hein, si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. C'est une hypothèse tout à fait personnelle, mais que j'ai procédé par analogie, pour y réfléchir. Vous savez qu'on a, sur Terre, de nos jours, avec la technologie actuelle, on a des moyens d'écouter dans l'océan, par exemple, en faisant de la triangulation tridimensionnelle. Tous les sous-marins modernes écoutent de cette façon. Ils ont une ligne d'hydrophone qui parcourt le sous-marin sur les flancs, et ça c'est imité du système d'écoute des poissons, ce qu'on appelle la ligne latérale. Tous les poissons ont ça, et ils les écoutent avec ça. Et ils écoutent latéralement, et les sous-marins peuvent aussi allonger cette ligne latérale par ce qu'on appelle une ligne d'hydrophone qui peut atteindre 1 km de long, qui est parsemée d'hydrophones et qui écoute aussi de façon très... Ils peuvent percevoir les moteurs d'un petit bateau à 100 km de distance. D'autant que le son se transmet beaucoup plus vite sous l'eau que dans l'air. Donc, on peut se dire, s'il écoute, eh bien, admettons qu'il soit, par exemple, muni d'un dispositif d'écoute situé aux deux extrémités, de sorte que par sa rotation, il ferait une triangulation de tous les signaux qu'il est susceptible de rencontrer, une triangulation en 3 dimensions. Mais c'est, comme je vous disais, c'est une hypothèse qui ne repose sur rien pratiquement. Mais, j'ai procédé par analogie. Après tout, on ne sait pas s'il écoute, on ne sait pas encore ce que c'est. Et certains se sont dit, on va partir à la poursuite de mois en mois. Mais bon, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce qu'on a monté donc un projet qui s'appelle le projet Lyra, la constellation de la Lyre, donc, envoyer un vaisseau vers Oumuamua, l'astéroïde interstellaire. C'est paru aussi dans Arxiv. Il y a la référence là, si ça intéresse. Voilà son logo. Alors, idéalement, ça devrait se passer de cette façon. Idéalement. Ceci avec les moyens, avec les vaisseaux et les moyens de propulsion dont nous disposons actuellement. Donc, des lanceurs à propulsion chimique, des sondes à propulsion également chimique, mais peut-être aussi électrique ou à plasma. Mais avec un moyen comme ça, on pourrait le rattraper, parce qu'on peut toujours le rattraper, mais dans une trentaine d'années. Ça fait beaucoup. En revanche, bientôt vont être construits des systèmes tout à fait nouveaux, et qui sont des voiles luminiques, c'est-à-dire des voiles qui sont poussées par la lumière du soleil, ou la lumière de lasers très puissants tirés depuis la Terre, comme sur cette image. Et les coefficients d'accélération sont très faibles. Seulement la différence avec les moyens chimiques, avec les propulsions classiques, c'est qu'on peut accélérer pendant beaucoup plus longtemps. Pendant des années,
Si bien que ce type de voile à lumière, donc, peut atteindre jusqu'à 10 voire 20% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 30 000 à 60 000 km par seconde. Et si on a le budget, et si on commence... Les projets sont déjà sur le papier, et même en études de laboratoire. Hein. Mais si le reste suit derrière, c'est-à-dire en particulier si le Congrès des États-Unis vote un budget pour ça, d'ici 5 ans, on pourrait lancer une sonde de ce type, et elle ne mettrait elle mettrait moins de 5 ans pour rattraper au moins. À 10% de la vitesse, même à 10% de la vitesse de la lumière, ça serait fait relativement rapidement. Bon, on n'en est pas encore là, de toute façon on est bien obligé de... Pour l'instant on ne se pose que des questions. Mais il y a suffisamment de choses étranges dans cette affaire pour que les questions fassent bouillir la cervelle des gens. Et pas n'importe quels gens, comme je vous l'ai dit. Alors, que va voir cette sonde dans le futur, lorsqu'elle arrivera, mettons, à 500 km de l'objet? Est-ce qu'elle va avoir quelque chose de ce genre-là? Ou alors est-ce qu'elle va avoir simplement un morceau de rocher? Pour l'instant, on n'a aucun élément pour affirmer dans un sens ou dans l'autre. Alors, comme je vous disais, on va avoir dans les années qui viennent, dans les 4-5 années qui viennent, des appareils qui vont permettre de voir, parce que il y a une partie de la communauté des astrophysiciens qui disent Oumuamua, pour nous, c'est le premier qui s'est présenté dans ces conditions, avec ces caractéristiques, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais comme ce sont des objets très faibles, on n'a pas pu les détecter, on n'a pas pu les voir, et il y en aura peut-être d'autres après. Et avec des télescopes optiques comme celui-ci, par exemple, le LSST, qui est en cours de construction sur un sommet du Chili, on voit sa structure à côté, et le télescope spatial James Webb, qui a pris du retard, mais qui finalement pourrait être lancé en 2020, si de nouveaux objets se présentent, qui sont aussi petits que notre Oumuamua, on devrait pouvoir les voir arriver, et de plus loin, parce que James Webb, là, il va être 100 fois plus puissant que Hubble. Et ce genre d'objet, ça vous ne le lirez pas dans la littérature classique ou dans les articles de vulgarisation, mais a priori, avec son nouveau miroir et son système de pré-traitement informatique intégré, il va pouvoir détecter quoi que ce soit qui s'approche à 2 ou 3 années-lumière du système solaire. Autrement dit, et là on rejoint peut-être un champ plus ufologique du discours, que ce soit un astéroïde ou un vaisseau spatial étranger, on pourra le voir venir de loin. Ce qui nous permettra, éventuellement, de prendre toutes précautions utiles, y compris, sait-on jamais, militaires. Mais on n'en est pas là encore, comme je vous disais. Enfin, ces engins-là sont sur le point d'être réalisés, Webb va être lancé, LSST est en cours de construction, donc il devrait voir sa première lumière en 2021. Alors voilà, on a vu un intrus qui se comporte comme un objet de science-fiction. Bon, c'est pas n'importe quelle science-fiction, c'est Arthur Clarke, c'est pas n'importe qui. Alors, à part les dimensions et sa manière de tourner, parce que vous voyez, Rama, lui, il tourne autour de son axe longitudinal. C'est normal, si on veut créer une gravité artificielle pour un objet de 50 km de long, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais Clarke avait tout vu déjà, lui. Et apparemment, les faits viennent à sa rencontre maintenant. Autrement dit, la réalité peut être en train de rattraper la fiction. Qui sait, moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer, personne ne peut se prononcer. Mais on voit qu'il y a des gens très intelligents, très cultivés,
des astrophysiciens, des astronomes. Et le regretté Stephen Hawking était de cela, on vient de le perdre malheureusement, penser que des objets comme Oumuamua, qui viennent de l'espace interstellaire et qui y retournent, pourraient être des sortes de des vaisseaux ou des sondes qui vont de système solaire en système solaire pour voir si des fois ils vont rencontrer quelque chose qui convienne à leur forme d'intelligence. Alors là, dans le roman, Rama est passé dans le système solaire, il a accéléré à l'approche du soleil, il est reparti vers les étoiles avec la plus parfaite indifférence pour la race humaine. Et apparemment, Oumuamua a fait la même chose. Et si c'est un objet artificiel, eh bien, cette indifférence, elle est presque pire qu'une insulte délibérée. Je veux dire, qui voudrait ignorer une civilisation comme la nôtre par une civilisation étrangère? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet objet, là, Oumuamua, qui vient de nulle part, qui repart vers nulle part, et dont on ne saura peut-être jamais rien de plus précis que ce qu'on sait maintenant. Il est déjà très loin. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper? Est-ce qu'on aura le temps et les moyens financiers de construire des systèmes qui pourront le rattraper? Pour l'instant, ce sont des données qui sont encore inconnues. Voilà, je vous remercie de votre attention.